les gens cherchent à se positionner. Malheureusement, là où ce que je reproche à la jeunesse congolaise, c'est qu'elle est devenue, malgré la science, malgré les diplômes, elle ne veut pas être autonome, elle devient une jeunesse qui a une main tendue. J'ai même lu auprès de qui? Tendu auprès des personnes qui détiennent la décision, des dictats des chefs politiques. Des gens qui ont traversé pratiquement tous les régimes. Voilà, toutes les générations, ils sont là. Mais la jeunesse congolaise devient une jeunesse à main tendue. Et qu'on voulait dire que sur le plan politique, on n'est pas encore à 100% indépendant. En fait, on a eu un semblant. Je le dis bien. Administrativement, on était devenu un État indépendant. Gérer nos problèmes seuls. Mais en réalité, à chaque fois il y avait un problème, on retournait vers nos colons, légitimés à l'Occident, et à un moment donné, ils nous imposaient qui devrait diriger ou autre. Ces dictats-là, pour moi, c'est vraiment pas ça l'indépendance politique. Vous comprenez? Donc, dans le fond, on est resté. Et quand vous regardez même la structure, aujourd'hui, le Congo est dans une structure économique, dans une forme de capitalisme libéral. Parce qu'on nous a dicté un système où on nous faisait savoir qu'on était incapable de tout faire. Et en ce moment-là, vous êtes dans cette incapacité, vous ne pouvez pas déployer les efforts que vous avez, vous allez plutôt vous soumettre au dictat de l'Occident. On a connu que le même problème, bon gré mal gré, il y a un seul président aujourd'hui, Félix Tshisekedi, qui n'a pas été imposé par les dictats de l'Occident. Mais il est en train de subir justement les chaos d'autres régimes. Bien évidemment, il a hérité d'un système qui était pérenne. Mais aujourd'hui, vous allez comprendre que c'est le seul président qui a fait la remise et reprise, selon l'histoire, et qui n'est pas arrivé par les dictats de l'Occident. Spécial le 30 juin en République démocratique du Congo, vous vous en doutez, c'est le 64e anniversaire de l'accession à sa souveraineté nationale et internationale de la RDC. La tendance aujourd'hui n'est pas à la fête. Une partie de la République démocratique du Congo est sous la coupe de terroristes. Je vais faire allusion ici au Nord Kivu avec l'activisme du mouvement M23 appuyé à 100% par le Rwanda. Nous allons quand même faire un petit bond en arrière pour parler justement des circonstances de l'accession de notre pays, la RDC, à sa souveraineté nationale et internationale, donc à l'indépendance. Avec nous sur ce plateau, deux invités. Gardi Diana, il est journaliste, éditorialiste et même analyste politique. Bonsoir Gardi. Merci beaucoup M. Oscar, merci pour l'invitation et bonjour à vous aussi. Juste à votre gauche, j'ai associé justement à cette réflexion, il s'agit de Fierté, c'est ça son nom, Fierté Dinanga. Voilà, Fierté Dinanga, parce que Dinanga me fait penser à l'amour, c'est ça? Oui, oui, oui. Merci beaucoup pour l'invitation et merci à vous aussi. Fierté Dinanga, je commence par vous. Ce fut un certain 30 juin 1960 que la RDC a eu son indépendance. Dans cette vague des indépendances au niveau de l'Afrique subsaharienne, parce que le premier pays africain à avoir accédé à son indépendance, c'était le Ghana en 1957. Et 3 ans après, c'était la RDC. Est-ce que les Congolais étaient préparés à cette accession? Merci beaucoup de la question qui est très pertinente. Il faudrait faire un pas en arrière. Il faut commencer par les années 1885 que nous nous sommes découverts comme nation. Avant cette accession à l'indépendance, on était déjà un peuple formé, mais malheureusement, on était sous les dictats de notre métropole qui nous a gérés comme des enfants. Vous voulez parler de la Belgique? De la Belgique, qui nous a gérés comme des enfants pour qui on pouvait tout faire. Finalement, jusqu'à 1960, où nous accédons à notre indépendance, le Congolais était étouffé moralement, scientifiquement aussi. Quelques Congolais qui s'est démarqués pour pouvoir rentrer dans les camps des privilégiés à l'époque, des personnes qui étaient instruites, qui pouvaient un tout petit peu côtoyer l'homme blanc et pouvoir comprendre comment il fonctionnait, mais c'était un nombre trop petit, et que au-delà de tout ça, cette impréparation s'est prouvée à notre accession à l'indépendance. Nous avons constaté que c'était juste le coup de pouvoir être libre
dans la tête, mais pas sans pour autant savoir les tenants et les aboutissants de cette liberté. Malheureusement, vous avez constaté qu'après cette acquisition de l'indépendance, il n'y a jamais eu des remises et reprises avec le roi belge, et la succession des changements des présidents de la République, Kasavubu et Mobutu, il n'y a pas eu de remise et reprise. Mouzé Kabila et Joseph Kabila, il n'y a pas eu la remise et reprise. Ça veut dire que c'est juste le résultat de l'immaturité, de l'impréparation de l'homme politique congolais. Bon gré, mal gré, c'est avec Félix Tshisekedi que nous avons vu cette remise et reprise. On va y arriver. Gardi Diana, vous partagez cette assertion qu'il c'est une sorte d'impréparation, même 64 ans après, cette impréparation doit nous poursuivre. C'est comme si c'est un signe indien. Ben en fait, aujourd'hui, la logique, c'est que le Congolais est devenu très historiciste, c'est-à-dire dans les approches, dans la réflexion, au lieu de rester historien, se servir de l'histoire pour aller de l'avant. Mais dans le fond, ce que, si je partage, seulement moi, la question de la remise et reprise, c'est vrai, de manière symbolique, ça peut s'expliquer, mais dans le fond, je crois que de lors qu'on a accepté d'accéder à l'indépendance, de lors qu'on nous a cédé cette administration de l'État, il y a eu des structures. C'est vrai, je suis d'accord qu'il y a eu un problème de capital humain. On avait certes des gens formés, l'élite qui a bénéficié de l'éducation et de l'instruction, mais qui n'étaient pas formés aux charges de l'État. Ça, c'est une vérité de fait. Et je pense que nous, on est parti sur l'option de la rupture, au lieu de pouvoir aller dans la dynamique de la progression. Pourquoi je parle des ruptures? C'est que, comme d'habitude, on a utilisé le côté sanguin, le côté bantou, sans savoir que finalement, le problème de gestion de l'État allait se retourner contre nous. Aujourd'hui, je sais que c'est un vrai débat de société. Les gens se disent, est-ce qu'on n'aurait pas opté pour la stratégie de l'Afrique du Sud? Il y a le bon côté, il y a le mauvais côté. La preuve, jusqu'à aujourd'hui, le fait de pouvoir accepter de cheminer ensemble aujourd'hui, il y a une forte dépendance. On voit une économie grande de l'extérieur, mais dès que vous arrivez en interne, vous vous rendez compte que la population sud-africaine continue à croupir dans une forme de pauvreté. C'est-à-dire, on est dans le cosmétique. L'homme blanc continue à garder la main sur les questions cruciales comme l'économie et les autres. Il y a du bon et du mauvais côté. Pour le contexte congolais, je ne dirais pas qu'on a stagné parce que, à force de commettre des erreurs, on a appris sur le tard. On continue tant bien que mal à pouvoir trouver notre voie. Mais la vérité, c'est que jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses qui restent à faire. On a accumulé un certain nombre de retards. Mais dans le fond, je crois que cette indépendance, jusqu'à aujourd'hui, on ne semble pas aussi comprendre le vrai enjeu derrière. Mike Gardi, je vous garde justement pour avoir votre lecture de faits. Il y a levé les plans Van Bussen qui prévoyait d'accorder l'indépendance à la RDC 30 ans après. De manière progressive. De manière progressive, le temps de préparer justement cette élite intellectuelle, parce qu'à l'époque, il n'y avait que peu de cadres politiques qui avaient étudié, qui avaient des diplômes. Parce que vous voyez à l'époque, Jonas Munkambagadi Antensemba, qui est né le 4 janvier 1931, il n'avait que à peine 30 ans à l'accession de notre pays à l'indépendance. J'ai échangé avec lui quand on a arrêté Kalonji Mutamba, et lui il avait 29 ans. Vous voyez un peu, quand vous voyez les Lumumba, c'est à peine 32, 34 ans. C'est Kassavou, c'était le plus âgé. Et ce n'était pas une indépendance précipitée pour la République, parce que des jeunes gens, à peine qui commençaient à goûter à la vie politique, et on les lance dans les feux comme ça. Ben en fait, dans votre discours, il y a un élément, je dirais, assez conflictogène, dans le sens où, nous, c'est vrai, vous le dites parce que c'est devenu presque la mentalité générale, la jeunesse aujourd'hui a quand même une connotation très péjorative. C'est-à-dire la jeunesse aujourd'hui est assimilée justement à la définition d'autrefois de la période allant de l'enfance avant la maturité. Ce qui revient à dire que considérer quelqu'un comme étant un jeune, c'est quelqu'un qui manque de maturité. Or, la jeunesse, dans son évolution aujourd'hui, notamment définie en termes d'âge, vous verrez que c'est plus simplement question de cette définition. C'est un état d'esprit. Non, ce n'est pas un état d'esprit, c'est aussi physique en termes d'âge, parce que si vous allez dans les conventions, notamment au niveau de l'Union africaine, la jeunesse, on considère jeune jusqu'à combien? À 35 ans, vous comprenez. Mais pourtant, à 35 ans, on est enfant. Je pense aussi que quand vous revenez, par exemple, sur la période d'autrefois, le Lumumba et les autres, l'effet de rareté. Vous avez cité une société où l'éducation était un précieux sésame. Il n'y a qu'une petite classe d'élite
qui avaient bénéficié de cette grâce-là, d'être formés un peu à la manière occidentale, mais je ne pense pas que ce soit le genre le plus intelligent de la société congolaise. Parce que, je rappelle toujours aux gens, avant l'indépendance, avant cette forme d'acculturation, nos sociétés d'autrefois étaient des sociétés le mieux organisées qui ont servi des bases pour les intelligences économiques qui sont venues après, en termes d'administration et autres. Cité, on vous dira l'histoire du royaume Congo et tout ce qui était la manière d'administrer la ville, on vous dira que c'était de l'intelligence derrière. On a juste accepté de se faire influencer et de devenir aujourd'hui cette société régie par l'éducation à la manière occidentale et pas la bonne méthode. On a choisi la méthode française où c'est, on ne vous pose pas la question qu'est-ce que vous savez faire, mais on vous pose la question où avez-vous étudié, quel diplôme avez-vous. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez, même quand vous parlez de cette jeunesse-là, la notion de la jeunesse dans cette phase de la vigueur, de la capacité, n'est plus. Aujourd'hui, quand on parle de quelqu'un jeune, vous-même vous venez le dire et les gens le disent. Elle dit non, il est encore jeune. Être jeune veut dire quoi? Ce n'est qu'une étape de la vie. Dans le contexte congolais. Dans le contexte congolais, être jeune, oui, ça veut dire que c'est manquer de maturité. On est resté dans ces définitions d'autrefois, alors que les choses ont évolué. Je ne veux pas citer des États ici, mais c'est toujours une histoire depuis, puisqu'on en parle. Il y a quand même un élément essentiel, il faut rappeler aux gens. La jeunesse a toujours pris part dans la gestion de la République. Au-delà de ce que vous venez de citer, Joseph Kabila, dont on parle ici, c'est à 28 ans qu'il a accédé au pouvoir. 29 ans, oui. Disons 28, 29 ans. Voilà. Voilà, Pierre-Thier Kinanga, est-ce que vous avez ajouté les plans des Van Bulsen? Il fallait accorder l'indépendance 30 ans plus tard que le 30 juin 1960, où on était face à des jeunes qui n'étaient pas suffisamment outillés. Mike Gardy l'a dit, on avait peu de cas d'intellectuels. C'est à peine 8 ou 10 qui sont partis étudier en Belgique et on n'avait pas beaucoup de cas. Et à qui on a donné une mauvaise formation. On a appris à être des agents de bureau, des agents de service que de vrais gestionnaires. Le plan Van Bilsen n'était pas du tout une option parce que lorsque vous interrogez l'histoire, vous allez comprendre qu'au-delà de ce plan, il n'y avait pas une formation adéquate pour les jeunes Congolais. C'était un plan qui était là pour l'exploitation de nos minéraux, l'exploitation de notre richesse. Ce plan-là, moi je crois que ce qui est arrivé avec le Lumumba et les autres, c'était une grogne. C'était déjà le fait qu'ils se sont fatigués de ces mascarades, que ce plan était en train de nous opposer. Il fallait un moment que la jeunesse s'élève. Donc c'était une preuve que notre jeunesse était mature à ce moment-là et engagée pour pouvoir répondre à une question. Et là où nous sommes aujourd'hui, je pense qu'il fallait comprendre qu'au-delà de ce plan et de l'impréparation, la jeunesse congolaise s'était engagée parce qu'on nous a dicté un système où on nous faisait savoir qu'on était incapable de tout faire. Et en ce moment-là, vous êtes dans cette incapacité, vous ne pouvez pas déployer les efforts que vous avez, vous allez plutôt vous soumettre au dictat de l'Occident. Et c'est ce qui a fait que depuis plusieurs années, la jeunesse congolaise est restée attentiste, en train d'attendre ce que l'homme blanc peut dicter. Nous sommes allés jusqu'à l'acquisition de cette indépendance. On a vu l'aspect politique qui a fait tambour battant et qu'on a vu, qu'on a acquis cette indépendance. Mais il y a eu une autre table ronde qui parlait de l'économie, devant laquelle l'élite congolaise de l'époque n'a pas pu assister pour pouvoir comprendre les tenants et les aboutissants de notre économie. C'est ça justement la préparation. C'est ça justement la préparation. Et lorsqu'ils n'ont pas assisté à cette table ronde, nous sommes restés dans cet obscurantisme où on n'a pas pu comprendre comment est-ce qu'il fallait contourner les questions économiques et pouvoir se stabiliser. La jeunesse congolaise, elle a été toujours capable et anticipative. Malheureusement, on est resté sur le plan administratif et sur le plan politique. L'économie, ce n'est pas notre question. Aujourd'hui, vous allez voir que... Et nous avons connu en son temps des problèmes de gestion, justement. Bien évidemment, ce problème nous a suivis jusqu'à la succession des présidents et des changements des régimes. On a connu que le même problème. Bon gré mal gré, il y a un seul président aujourd'hui, Félix Tshisekedi, qui n'a pas été imposé par les dictats de l'Occident. Mais il est en train de subir justement les chaos d'autres régimes. Bien évidemment, il a hérité d'un système qui était pérenne.
Mais aujourd'hui, vous allez comprendre que c'est le seul président qui a fait la remise et reprise, selon l'histoire, et qui n'est pas arrivé par les dictats de l'Occident. Raison pour laquelle... La remise dont vous parlez ici, l'historien Kambaï Bouacha va vous battre en brèche en disant que c'est un semblant de remise et reprise. Peut-être si vous voulez, on va balancer cet extrait. Oui, le problème, c'est que les faits sont sacrés devant lesquels on doit s'incliner. Nous avons vu, et le monde a vu, la remise et reprise. Et qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi, au-delà de tout, répond petit à petit à la rééducation de ces systèmes dont nous sommes victimes depuis un bon bout de temps. Donc, la colonisation de notre métropole, la Belgique, n'a pas été une colonisation des formations, comme à l'instar de l'Afrique du Sud, quand même que... Dans les pays anglo-saxons, ouais. Quand bien même que Mike a relevé un fait, que l'Afrique du Sud, malgré qu'ils sont un exemple à suivre, mais il y a des couacs. Mais nous subissons... Il y a aussi les Ghana, il y a beaucoup de pays colonisés par le Ghana a accepté le plan aujourd'hui, c'est parmi les économies modèles du continent, c'est des États en termes de questions de développement aujourd'hui qui sont de modèles. Dans les éléments évoqués par Fierté, il y a un élément essentiel qu'on a oublié. Quand j'ai parlé de l'impréparation, je ne veux pas entrer dans le débat d'orientation et d'opinion, mais vous verrez que quand on était un État comme le Congo, avec une économie de rente, c'est-à-dire que ce qu'on produisait servait à construire d'autres États et à alimenter les puissances. Quand on devient indépendant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que la plupart des entités qui exploitaient leurs richesses étaient encore des sociétés de droit étranger. C'est-à-dire qu'il fallait une vraie politique de rupture et ça s'est fait progressivement. On s'est retrouvé politiquement, administrativement indépendant. Dans les questions politiques, je suis dubitatif parce que j'estime que jusqu'à aujourd'hui, il y a eu un long moment où on subissait les dictats. La preuve dans les discours des opposants. Quand il y a un problème, là où on allait accuser, c'est au niveau de la communauté internationale. Parce qu'on s'est considéré encore en tant qu'enfant. Vous voulez dire que sur le plan politique, on n'est pas encore à 100% indépendant. En fait, on a eu un semblant. Je le dis bien. Administrativement, on était devenu un État indépendant. Gérer nos problèmes seuls. Mais en réalité, à chaque fois qu'il y avait un problème, on retournait vers nos colons, légitimés à l'Occident, et à un moment donné, ils nous imposaient qui devrait diriger ou autre. Ces dictats-là, pour moi, c'est vraiment pas ça l'indépendance politique. Vous comprenez? Donc, dans le fond, on est resté. Et quand vous regardez même la structure, aujourd'hui, le Congo est dans une structure économique, dans une forme de capitalisme libéral. Et ça encore, c'est de l'émanation voulue. Une économie extravertie. Voulue. Le problème n'est pas dans l'extraversion de l'économie. Le problème, c'est que quand vous choisissez ces modèles, vous essayez de promouvoir la concurrence. Mais pour être dans la concurrence et en profiter, il faut qu'il y ait l'équilibre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans ces libéralismes, on subit la prédation. Il y a les rendez-vous du donner et du recevoir. Exactement. Aujourd'hui, notre économie est entièrement dépendante des autres. On a quitté, mais ces mêmes colons continuent au travers les entités et les entreprises, continuent à explorer la RDC. Et aujourd'hui, la matière la plus exportée par la RDC, si ce n'est pas la seule matière exportée, c'est nos matières premières. Justement parce que le colon nous a appris que c'était ça notre valeur différentielle, ce qui est faux. On a l'énergie, on a l'agriculture. Mike, regardez, je voulais vous poser cette question, peut-être que qui va de même aussi pour Héritier. Fierté plutôt, Fierté d'Inanga. Dinanga, c'est un nom que j'aime bien, qui signifie en Chiluba, l'amour. Voilà. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'RDC a acquis une indépendance ou l'indépendance sans indépendance? Je suis tenté de valider votre approche. On était indépendant sans l'être vraiment. Parce que c'est lui qui nous a... Vous savez, j'aime bien cette phrase d'Albert Einstein qui a dit « il ne faut pas compter sur ceux qui ont créé le problème pour pouvoir le résoudre ». On a acquis l'indépendance parce qu'il y avait une dynamique interne, cette grogne et cette implosion sociale, et il fallait qu'on change de paradigme. Mais l'homme blanc connaissait ce qu'on était. La preuve, après l'indépendance, qu'est-ce qui s'en est suivi? Les éléments clivants de la société ont fini par prendre raison. On était sécession à gauche, État autonome à gauche. Comme vous l'avez dit, c'est la session katangaise, le 11 juillet. Ça prouve à suffisance que on n'était pas encore arrivé à un niveau de comprendre que notre unité était quelque chose de plus important. Mais je ne pense pas aussi que c'était de fait. C'est parce que, ce qui soutient votre thèse, on a acquis l'indépendance politique, mais les hommes politiques sont restés dépendants de maîtres. Ils subissaient le dictat des autres. La sécession n'était pas une idée née forcément de Tchambé. Ça veut dire que derrière, il y avait des forces étrangères qui lui ont mis cette idée-là qu'avoir cet espace-là qui est une province riche,
vous permettrait à vous d'être autonome. Ils ont joué sur une fibre pour pouvoir nous diviser, ce qui prouvait à suffisance que on n'avait pas encore compris les enjeux et que c'était indépendance épidermique. Sans indépendance. Oui, ben, il faut faire la rétrospection, l'introspection et la projection. Voir d'où nous venons, où est-ce que nous sommes et où est-ce que nous allons. Voilà pourquoi tout à l'heure, dans mon allocution de tout à l'heure, j'étais en train de dire ceci. On a vécu qu'il y a plusieurs présidents qui sont passés sans remise-reprise. Et que Félix Tshisekedi arrive, il y a la remise-reprise avec Joseph Kabila. Je m'arrête là, mais je projette pour dire que les décisions qui sont prises par Félix Tshisekedi montrent à suffisance qu'à un certain moment, il y a une prise de conscience par un Congolais qui veut donner la file à d'autres Congolais de pouvoir comprendre qu'à un certain moment, nous devons quitter le carcan de l'Occident, essayer de travailler pour le développement de la République. Certes, on va parler de cette indépendance politique, économique, on en souffre encore, parce que Mike l'a dit tout à l'heure, vous avez vu nos opposants ou les hommes politiques, quand il y a une grogne ou un petit problème, ils vont accuser à l'extérieur, ça veut dire qu'il y a un problème de maturité. Maintenant, le problème, comme ils savent que la jeunesse est une force d'entreprendre, et cette jeunesse qui devrait être autonome, qui devrait avoir des positions à pouvoir s'auto-défendre. Et nous sommes devant une jeunesse qui est prise en otage par cette classe politique qui a déjà échoué. Et comme elle a échoué, il faut prendre ces échecs et les poser sur la tête de la jeunesse. Et aujourd'hui, ce que fait le président actuel, c'est pour faire voir à cette jeunesse que voilà, chaque Congolais, chaque jeune est capable de pouvoir apporter une touche positive afin de faire marcher les choses. Et à mon humble avis, je dis que si nous restons sur cette voie de pouvoir toujours penser à cette dépendance économique sans pour autant agir, on sera toujours stagné. Et Mike a dit quelque chose de très important. Lorsque vous êtes devant une élite, on vous pose la question de savoir quel est le diplôme que vous avez, à la place de vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous êtes capable de faire. Donc ça veut dire que c'est un paradigme qu'il faut automatiquement changer et essayer de travailler sur les années à venir. Diriger comme Parc Savoubou, Mobutu, Joseph Kabila, je pense que la gestion de la Respublica est axée sur le temps et sur le résultat. Et lorsque vous travaillez en projetant, je crois que les générations à venir peuvent passer par un... Fierté d'Inanga, je vous interromps un petit moment. Est-ce que l'opinion, la population congolaise peut compter sur la jeunesse d'aujourd'hui? Parce qu'à l'époque, nous avons parlé des Lumumba, nous avons parlé de Mobutu lui-même, nous avons parlé même des Iléo. J'ai échangé avec les contemporains d'Iléo. Iléo qui a étudié en Belgique, il brillait des mille feux à l'université catholique de Louvain. Ngaloula Mpandangila aussi. Ngaloula Mpandangila et Jonas Munkamba et tous ces mondes-là, ils ont étudié avec des Blancs dans leurs universités. Ils les ont battus dans leurs universités pour y reprendre leurs propres termes. Est-ce qu'aujourd'hui on peut compter sur cette jeunesse? Parce que on parle maintenant en RDC, c'est la dépravation des mœurs, c'est les bombés, c'est l'ambiance, c'est une jeunesse de laisser pour compte. Oui, je pense qu'il faut, je l'aborde avec une préoccupation de l'équilibre. On doit compter sur la jeunesse congolaise, parce qu'il faut qu'il y ait une démarcation. Parce qu'à son temps, cette jeunesse a joué un très grand rôle. Oui, à cette époque, la jeunesse a joué elle est passée sur une voie positive pour essayer de changer la donne. Ça, c'est vrai. Mais il faut spécifier qu'à cette époque, il y avait peu d'intellectuels et qu'aujourd'hui, il y a une pluralité des personnes qui ont étudié. Ils sont vraiment nombreux. Dire une floraison d'intellectuels. Bien évidemment. Maintenant, devant cette réalité, les gens cherchent à se positionner. Malheureusement, là où ce que je reproche à la jeunesse congolaise, c'est qu'elle est devenue, malgré la science, malgré les diplômes, elle ne veut pas être autonome. Elle devient une jeunesse qui a une main tendue. J'ai même lu... Tendue auprès de qui? Tendue auprès des personnes qui détiennent la décision. Des dictats, des chefs politiques. Des gens qui ont traversé pratiquement tous les régimes. Voilà, toutes les générations, ils sont là. Mais la jeunesse congolaise devient une jeunesse à main tendue. J'ai vu d'ailleurs dans le discours de Madame la Première ministre, dans ses 6 piliers, lors de Judith Souminois, 6 piliers calqués pratiquement sur les 6 engagements du chef de l'État. Voilà, je vois lors de son discours d'investiture au Stade des Martyrs. Bien évidemment, je vois dans ces 6 piliers, il y a les piliers qui parlent de la création d'emplois. Là où je fais un distinguo entre le travail et la création d'emplois.
Le travail, comme vous le savez, c'est une activité qui génère un salaire chaque fin du mois. Et aujourd'hui, vu le nombre de Congolais qui, à tout le monde, ne peuvent pas faire les jalonneurs, le président de la République, mettant l'homme au centre de son action, voulait que chaque Congolais soit créateur d'emplois, que chaque Congolais soit entrepreneur, parce qu'un entrepreneur peut créer d'emplois. Malheureusement, malgré cet état de confort, la jeunesse congolaise ne sait pas se relever, elle reste une jeunesse à main tendue. Nous nous posons la question, est-ce qu'il faut qu'aux tables de prise de décision, que la jeunesse s'improvise ou il faut qu'on lance des invitations? C'est ça la démarcation, parce qu'à l'époque, le Lumumba, le Kassavubu et les autres se sont improvisés à la table de prise de décision. Même question, Mike Gardi, est-ce qu'on peut compter sur la jeunesse congolaise comme au temps des indépendances? Parce qu'aujourd'hui, vous avez suivi Dinanga, une jeunesse de main tendue, toujours derrière les anciens dignitaires, mon pas au président, Nzala, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut compter sur cette jeunesse aujourd'hui? Parce que vous êtes d'abord vous-même, Mike, jeune. Est-ce qu'on peut compter sur vous? Ma réponse est directe et je vais vous expliquer pourquoi. Je pense que oui. Et depuis toujours, la politique ou encore l'État congolais a toujours compté sur le jeune. Mais je comprends cette forme d'obsession sur la question de la jeunesse, notamment sur la dépravation de mœurs. Je le comprends. Les vices de société existent, mais je pense que ce ne sont pas des mâles abstraits. C'est des choses qui sont nées des conséquences réelles. Pourquoi on parle, et j'ai compris qu'aujourd'hui, le Congolais, quand on parle de la jeunesse, il y a une forme de cristallisation sur le poste et les fonctions d'ordre politique. Parce que dans le politique public, on n'a pas permis à l'État de fonctionner dans un cycle normal, de répondre à ses fonctions régaliennes. La preuve. Les autres qui sont arrivés, certains sont passés par l'administration. Certains sont passés par les entreprises privées comme Lumumba. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il y a un brin de lien qui est établi pour faire respecter la succession d'ordre générationnel? La réponse est non. Quand les politiques... Cette succession ne doit pas être un cadeau, il faut se battre, parce que ceux-là que vous trouvez, ils ne vont pas vous laisser la main libre. Je vous pose une question, bon, en fait, une question rhétorique, je sais que vous ne pouvez pas répondre. Quand vous dites qu'il faut se battre pourquoi? Nous sommes dans une société régie par l'éducation. Je viens d'avoir mon diplôme, ça veut dire que je suis quelqu'un de qualifié pour le travail. Mais essayez de jeter un œil sur les différents textes qui régissent le travail en RDC, vous vous rendez compte qu'il y a des éléments conflictogènes à l'intérieur. Les expériences qu'on demande. Je sais, il y a une responsabilité pour un leader, je sais faire comprendre aux jeunes que quand on finit les études, les différents stages multipliés, c'est ce qui constitue l'expérience. Mais au-delà de ça, vous verrez qu'il y a un vrai problème dans la politique du travail chez nous. Je ne rentre pas seulement dans ça. Sur le côté politique... La politique de l'emploi? Oui, il y a beaucoup de problèmes. L'accès à l'emploi, c'est compliqué? C'est très difficile. Comment ça? Mais je vais vous expliquer ici, il y a les mêmes dans les secteurs. Il y a les recrutements. Dans les entreprises, dans les grandes entreprises, il y a une nuance à faire dans la donne emploi. Vous verrez que ceux qui occupent des bons postes, c'est des Congolais diaspora parce qu'ils ont bénéficié de la formation de l'extérieur. Ou bien des fils de... Les fils de, parce que aussi, ils bénéficient de la formation, ils étudient ailleurs pour venir coloniser ici. À ces niveaux-là, c'est un problème. C'est-à-dire qu'il y a disparité en termes de qualification. Et ça, c'est un problème de l'État. Mais je rentre sur le contexte politique, là où je ne suis pas d'accord. Au niveau de l'emploi, on ne part pas des bases qui sont équitables. Non, mais on n'est pas équitable à ces niveaux-là. La preuve, quand on va pour l'embauche, dès que je présente mon diplôme de l'université catholique, quelqu'un présente les diplômes de Sorbonne, je suis disqualifié. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Ça, c'est une vérité. Et j'en parle parce que moi, je suis passé par les organismes des Nations Unies. L'une des rares fois où je me suis rendu compte que finalement, c'était où vous arrivez. La question, c'est qu'on vous met à l'épreuve, que chacun montre de quoi il est capable. Mon CV, je l'ai déposé une semaine après, j'avais déjà commencé le travail. Mais ailleurs, ce n'est pas le cas. Vous comprenez? Je reviens sur la question, sur la sphère politique. Je suis désolé de vous dire que la jeunesse a toujours pris une part. Je veux rentrer, si vous rentrez dans l'ossature de ces gouvernements, je ne sais pas vous compter combien. Patrick Mouyaya. Le ministre de la Communication des médias. Constant Moutamba. Le ministre d'État de la Jean-Pierre Liaou. Celle de la jeunesse. Il y a beaucoup de vice-ministre de la Justice. Les castings étaient bons pour vous, les jeunes. Non, je vous dis que si je rentre dans le gouvernement passé, Tony Mwaba Kazadi, Jean-Pierre Liaou, qui d'autre que je peux citer? C'est lui de la jeunesse. Bonkoulou. Yves Bonkoulou. La jeunesse n'a jamais été exclue si vous voulez parler de l'aspect politique.
Mais on parle plus des résultats. Fierté d'Inanga, on parle plus de résultats. On dit quand les jeunes, quand vous passez sur le plateau. Quand vous parlez de question des résultats, c'est pas question seulement de la jeunesse. J'aime pas. En fait, moi, je suis contre ces discours-là. Non, c'est les discours. La question des résultats. Les jeunes parlent quand ils sont en dehors des affaires, loin des affaires. Ils ont un bon discours, un bon français comme vous le faites là. Vous mélangez. Une fois aux affaires. Le gouvernement passé. C'est français utilisé pour faire les montages financiers. Je donne la preuve, pardon. Le gouvernement de Tshisekedi, lors de son premier quinquennat, les deux secteurs qui ont permis à Tshisekedi de battre campagne, dirigés par le jeune. Les PST, la fonction publique, des gens de moins de 50 ans. Ouais, voilà pourquoi je voulais apporter une nuance par rapport à ce que Mike a dit tout à l'heure. Je pense que le marché d'emploi, surtout dans le public, pose problème depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies d'ailleurs. Mais depuis un certain moment, il faut quand même jeter des fleurs sur le président de la République actuelle parce que ça rentre dans la réforme. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir au travers les PST, vous avez cité, au travers la fonction publique, Tony Mwaba n'a pas été le moindre. Il a fait un travail impeccable, scientifiquement prouvable, et que Jean-Pierre Liaou aussi. Non, je vous le concède, je vous le concède parce que quelqu'un d'autre voudrait le concéder. Personne dans la structuration, c'est subjectif. Oui, et donc ça, c'est votre point de vue. Quelqu'un d'autre dira le contraire. Et quand je parle de la continuité, oui. Quand je parle dans la gestion de la politique d'emploi, dites-moi combien sont partis en retraite. Voilà, c'est ça le problème. Au niveau de l'EPST, je vais vous en citer, il y a eu des professeurs qui sont allés en retraite, les autres les jeunes sont entrés à la fonction publique également. Mais il faut concevoir que c'est la réforme aujourd'hui, les chefs de l'État actuel a axé son second mandat et sa faisabilité sur les réformes. Je crois que la plupart de choses rentrent dans la continuité des actions de l'État. C'est Mike qui ne va pas me contredire. Il faut voir que si depuis 1960, ceux qui ont pris le pouvoir avaient axé leur fonctionnement dans des secteurs vivrières qui pouvaient faire l'avancement et la pérennisation, l'autre président qui arrive peut axer dans autre chose, l'autre axe dans autre chose, et on va parler de la continuité de l'affaire de l'État. Malheureusement, que Félix Tshisekedi hérite les vides, en fait. Il est en train de vouloir... Pas ça. S'il vous plaît, il est en train de vouloir... Il est en train de vouloir relever le pays au 20e étage du sous-sol pour essayer de nous faire voir que nous sommes une nation. C'est la continuité de l'action de l'État. C'est la continuité. Nous sommes en train de terminer cette émission. Nous parlons du rôle que peut jouer la jeunesse dans le développement de la RDC. Est-ce qu'on peut compter sur cette jeunesse aujourd'hui? Parce qu'il y a beaucoup de clichés, n'est-ce pas, sur la jeunesse. Quand on dit c'est un jeune Congolais, on pense déjà à l'ambiance, on pense à la vie. C'est pas question de la jeunesse, c'est dans l'ADN du Congolais. Voilà, jeunes ou vieux, en boîte de nuit, ils sont tous là. Nous sommes allés au Burkina Faso une fois, arrivés à l'aéroport, on vous demande, vous venez de quel pays? Congo. Quel Congo? Grand Congo, petit Congo? Nous disons Congo, Kinshasa. Ah, l'Ndombolo. Déjà, le premier réflexe, c'est la musique. Vous voyez, beaucoup de clichés. Est-ce qu'on peut compter sur la jeunesse congolaise aujourd'hui pour le développement de son pays? Bien évidemment, on doit compter sur la jeunesse congolaise, mais à une seule condition. Il faut que les dirigeants mettent un climat de confort, un dictat sur l'orientation de la jeunesse. Aujourd'hui, on peut tout dire. Il y a des jeunes qui sont capables, qui sont intelligents, qui sont vraiment capables de produire des résultats. Mais ils sont dans quelle orientation? Quel est ce climat de confort? Quel est ce manuel de procédure? Voilà pourquoi nous disons que la gestion actuelle peut pouvoir orienter les jeunes. Quelle est cette jeunesse? Une jeunesse qui prend conscience. Il faut l'encadrement de la jeunesse. L'encadrement de la jeunesse est une prise de conscience. Parce qu'aujourd'hui, cette orientation, vous avez vu avec Marshal Mobutu à une époque, il était en train de prendre des forces les jeunes, les envoyer dans des formations. Ce que fait Félix Tshisekedi aujourd'hui. Avec les services nationaux. Bien évidemment, Kassongo Kabwik, qui fait un travail qui est irréprochable. Là, ce n'est pas des forces, hein? Non. Ce sont des jeunes gens, des délinquants. Bien évidemment, qu'on oriente. Et il y a même des volontaires. Voilà, j'ai parlé ici de la procédure axée sur le temps. C'est ce qui se fait. Je crois que dans 20 ans, si cette activité continue, on aura moins de délinquants, on aura des personnes qualifiées qui vont répondre à ce que Mike a dit. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ils seront capables de dire, je suis menuisier, je suis carrelaire, je suis technicien en tel domaine. Merci beaucoup, Mike, nous sommes en train de terminer. Vous avez dit oui, il faut compter sur la jeunesse, mais de quel profil? Oui, merci. Vous avez parlé de clichés, mais on a tendance à faire porter sur cette jeunesse les éléments d'ordre culturel. C'est des vices de société qui sont devenus presque endémiques et culturels. On a tendance à croire que ce n'est que la jeunesse. Les questions d'ordre culturel transcendent les générations. Par exemple, aujourd'hui, quand on parlera de la consommation excessive de l'alcool, il n'y a pas que le jeune
C'est devenu presque un problème et c'est pas un mal abstrait. Mais il y a un grand pourcentage de jeunes. Hein? Oui, parce que cette jeunesse constitue la plus grande partie de la population congolaise. C'est 60% de la population. Il est normal qu'elle soit indexée en premier. Mais en fait, dans la classification de choses, ce n'est pas des faits appropriés à la jeunesse. C'est des vices ce qui fait que même quand vous avez 60 ans, quand vous arrivez ailleurs, quand vous parlez de Congo-Kinshasa, on vous regarde différemment parce que c'est une question culturelle. On ne regarde pas qu'on soit jeune ou vieux. Quand vous dites qu'il faut compter sur... Je réponds par oui parce que cette jeunesse a toujours pris une part active et surtout a toujours été au rendez-vous de l'histoire. Le problème qu'on veut évoquer aujourd'hui, par exemple, quand on parle de cette jeunesse qui se vertue à aller dans n'importe quoi, par exemple les banditismes urbains, le refuge dans l'alcool, les refuges autres, ce sont des problèmes de politique publique. Ce sont des problèmes d'ordre sociétal qui doivent être relevés par de réformes, par des questions, des programmations des politiques publiques. Ça, il ne faudra pas qu'on en fasse des valeurs, des éléments intrinsèques propres à la catégorie jeunesse. Non, c'est des problèmes qui, sur tout le monde, moi je connais des gens à 60 ans qui n'ont pas eu de chance d'accéder à quelque part, qui vit presque comme un jeune. Paupérisé, je connais quelqu'un à plus de 50 ans qui a tenu la machette, pardon. Donc vous comprenez, c'est ça la réalité des choses et il ne faudra pas qu'on prenne les choses de manière générationnelle comme ça, on va perdre l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Pour occuper cette jeunesse, il faut des politiques publiques d'encadrement, autant que le Lumumba et les autres en ont bénéficié. Merci Mike, le message est passé, il faut des politiques publiques d'encadrement de cette jeunesse, parce que le pays est problème de système. À 70% de la jeunesse, des jeunes, et dans la jeunesse, il y a la vigueur, comme au temps de Lumumba, au temps de Kasavubu, au temps de Jonas Munkamba, Tanzemba, autant donc de tous ces jeunes, Mobutu et tous ces jeunes qui ont bravé la peur, des Kengo Adondo, et qui ont travaillé pour l'accession de notre pays à sa souveraineté nationale et internationale. Merci donc à mes invités. C'est toujours un plaisir. Merci surtout. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'indépendance. Vous avez suivi. Aujourd'hui, on s'est s'apaisantit seulement sur la jeunesse. Peut-être demain, on va parler de l'économie de la RDC, 64 ans après. Est-ce qu'on a évolué? Est-ce qu'on a stagné? Est-ce que nous avons avancé? Quelles sont les perspectives? Je pense que ça sera lors d'une prochaine émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous pour l'invitation. Et bonne soirée à vous tous.